Asus a eu la gentillesse de me prêter le Zenfone 2. Alors en attendant la mise à jour Lollipop de mon OnePlus One, donc je n'ai pas abandonné le test, j'ai décidé de tester le Zenfone 2 pour vous, et en tout cas dans cette vidéo déjà de vous livrer mes premières impressions. On démarre tout de suite. Alors comme d'habitude, pour ceux qui découvrent la chaîne, je précise que je suis pour l'instant un switcher, je viens plutôt du monde iOS, des iPhones, et je découvre petit à petit Android. Donc ce test sera vraiment fait avec l'œil de quelqu'un qui vient du système iOS, donc un petit peu que valent les Android, et cet Android spécifiquement, dès son déballage avec les applications, sans trafiquer la ROM ou trop le customiser. Donc c'est vraiment cet œil, on va dire, grand public que je vais apporter à ce test. Le modèle que Asus m'a prêté, c'est donc le ZE551ML. En fait, c'est le haut de gamme de toute la gamme Zenfone 2 qui a 3 modèles. Si vous voulez plus de détails sur cette gamme, je le ferai dans le test complet, mais en attendant, je vais mettre les spécifications des 3 modèles sur le site Nowtech TV, donc vous pouvez aller voir les prix et les spécifications de chaque modèle du Zenfone 2. Ce modèle-ci est donc cadencé avec un processeur Intel Atom à 2,3 GHz. C'est un quad-core, c'est un quadricœur, comme on dit en français. Il est doté d'un très grand écran de 5,5 pouces. Le modèle que j'ai embarque une mémoire de 32 Go. Et également, c'est une première dans le monde Android, une mémoire vive, une RAM de 4 Go. Il est disponible au prix de 349 €. Si cette vidéo sort suffisamment tôt, vous pourrez peut-être le trouver à son prix de lancement, qui est de 299 € chez certaines enseignes. Alors on attaque tout de suite ces premières impressions en regardant un petit peu le design et le premier contact avec l'appareil. Comme c'est la grande tendance en fin 2014, début 2015, c'est aussi une phablette, il est de très grande taille. Il est globalement de la même taille que l'iPhone 6 Plus ou encore que le OnePlus One. Donc là, on a un bel éventail de smartphones. Il a un petit peu plus d'embonpoint que ses collègues puisqu'il fait 170 grammes alors que le OnePlus One fait 162 grammes et que l'iPhone 6 Plus fait 129 grammes. Au niveau de l'écran, on a vraiment de la très belle facture pour cette gamme de prix. C'est un grand écran, donc de 5,5 pouces. Je trouve, sans être rentré vraiment dans les détails que je garde pour le vrai test, mais qu'il a une bonne luminosité, même si ça n'équivaut pas à certains smartphones, surtout en lisibilité extérieure avec beaucoup de soleil. Mais il reste très très lisible, même quand on l'incline sur les côtés. Le rendu des couleurs est vraiment très intéressant. Flatteur, mais pas trop. Je l'ai trouvé notamment moins saturé que le OnePlus One, sans avoir fait de réglage sur l'écran, au sortir de la boîte. Et justement, une fonction que j'ai bien aimée, dont je parle tout de suite, c'est de pouvoir régler assez finement la température du blanc de votre écran et la vibrance, des couleurs. Ça permet quand même un fine-tuning de l'écran à son goût. Les photographes apprécieront. Alors, on trouve des boutons capacitifs au bas de l'écran, avec, par rapport au OnePlus One, une inversion, puisque l'écran de retour est de l'autre côté, par rapport au OnePlus One. Ça m'a un petit peu déstabilisé pendant quelques minutes, et il m'arrive encore de faire quelques erreurs. Au niveau des choix ergonomiques des ingénieurs d'Asus, ce qui peut surprendre au premier abord, c'est qu'il n'y a aucun bouton sur les côtés de l'appareil, puisque le bouton d'allumage se retrouve centré en haut de l'appareil, et que les boutons de volume sont au dos de l'appareil, en dessous de l'appareil photo en fait. C'est assez pratique quand on le tient à l'horizontale. Par contre, c'est vrai que quand on le tient à la verticale, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est un petit peu difficile à une main de trouver les boutons de volume et d'allumer. On risque un peu de le faire tomber, donc je conseille une utilisation à 2 mains avec ce type d'ergonomie. Alors l'ensemble est en plastique, c'est un petit peu normal vu son prix. Le plastique m'a l'air un tout petit peu tendre sur les bords. Là, difficile de le dire avant de le tester. Vous inquiétez pas, chez Asus, je vais pas donner des coups de couteau dedans pour voir si ça résiste. Mais c'est vrai qu'il risque de présenter des petites traces d'usure
à voir à l'usage. Les tranches de l'appareil sont plutôt fines, alors qu'au centre, le dos bombé, c'est assez épais. En fait, ça vient de la forme de la batterie, qui est une batterie non amovible, mais qui reste assez épaisse. Dans l'absolu, ça donne une forme de coque qui est assez ergonomique, qui tient bien en main. Alors, c'est vrai que dans la poche, ça va peut-être faire un petit peu épais, mais ça a le mérite d'être plus ergonomique, je trouve, qu'un smartphone tout plat comme l'iPhone 6 Plus. Le dos de l'appareil qui est amovible, donc on peut changer les couleurs. Au départ, il sera livré soit en noir, soit en rouge, soit en doré, soit en argent. Ça, c'est le modèle argent. Mais après, vous trouverez des coques customisables. Ce dos est très finement strié, rayé. Ça donne un côté mat à l'ensemble, donc il prend assez joliment la lumière. Mais surtout, et c'est l'immense avantage, ça donne un côté antidérapant et il tient vraiment bien en main. Je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin d'acheter une coque supplémentaire pour le coup. En tout cas, en 2 jours, je ne l'ai pas fait tomber une seule fois. Je pense que les gens de chez Asus doivent être en train de souffler là en ce moment. Attendez, hein, j'ai pas encore fini le test, hein, et il y a plein d'occasions pour le faire tomber. Hein. Mais en tout cas, pour résumer un petit peu ce premier aspect, ce premier contact, on se retrouve pas avec quelque chose de cheap. Bon, on sent bien que c'est du plastique, mais il y a eu un réel effort de design, il n'y a pas de problème de jointure, ça craque pas, ça a l'air plutôt solide. Non, je vais pas essayer de vous le tordre, hein. Franchement, un rendu assez quali, et encore une fois, pour ce niveau de prix, on est pleinement satisfait quand on le déballe. Alors on va passer maintenant aux premières impressions qu'on peut avoir sur le hardware et ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite bête, enfin de cette grosse bête. Quand on soulève la coque, justement, on trouve déjà une très grosse batterie de 3000 mAh. Elle est non amovible. Il y a également 2 emplacements SIM. Ça, c'est une super nouvelle pour les grands voyageurs. Également, un emplacement pour une micro SD. Et ça, c'est une super bonne nouvelle pour les grands stockers. On est dans une vidéo sur les premiers contacts, les premières impressions, donc il est beaucoup trop tôt pour vous dire ce que je pense de la batterie. Voilà, en 2 jours d'usage, j'ai trouvé que le comportement était bon, j'ai pu faire des photos, de la vidéo, et j'avais pas la batterie à plat à 5 heures, mais attendez le test complet si vous voulez vraiment avoir un avis fini sur la batterie. Ce modèle de Zenfone 2 tire sa puissance d'un chipset quadricœur Intel Atom Z3580 à 2,3 GHz. Il y a donc, comme je l'ai dit, 4 Go de mémoire vive, ce qui est une première dans le monde Android. Et également une puce graphique PowerVR G6430. Pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que cette version haut de gamme, avec ses 4 Go de RAM, je l'ai trouvée très véloce. Je n'ai pas constaté de lag particulier pendant 2 jours d'utilisation. Sans avoir poussé à fond les tests, j'ai quand même testé un bon petit jeu en 3D. Et là, ça envoie du bois. J'ai pas constaté de ralentissement dans ce jeu. J'ai à peu près, en tout cas à vue d'œil, le même débit que sur l'iPhone 6 Plus. Au niveau du système de l'OS, le Zenfone 2 tourne donc sous Lollipop 5.0. C'est génial d'avoir les notifs sur l'écran d'accueil sans devoir installer une appli supplémentaire. Il y a une légère surcouche Zen UI que j'ai trouvé franchement très discrète. Il y a beaucoup d'apps, mais elles sont rangées dans un dossier, les apps d'Asus. Donc ça va pas complètement masquer votre expérience Lollipop. J'ai déjà trouvé aux premiers usages de très bonnes idées qui sont amenées par ce Zen UI. J'ai pas encore fait le tour de toutes les fonctionnalités, mais voici déjà les petites choses que j'ai notées que j'ai trouvées vraiment sympas. Déjà, à l'usage, quand vous slidez une première fois, vous tombez sur vos notifs. Une deuxième fois, vous tombez sur tous vos réglages. Et là, c'est vrai que les réglages, on a un peu accès à tout. Et en plus, c'est complètement paramétrable. Donc, s'il y a des choses dont vous n'avez pas besoin, genre la localisation, vous pouvez tout à fait le remplacer par une autre fonction. Il y a quand même pas mal de choix pour pouvoir customiser ces réglages et ça, c'est assez agréable. Dans ces petits réglages et ce bouton d'accès rapide, ce que j'ai déjà beaucoup aimé, c'est les petits mémos, de pouvoir faire des petits mémos où on écrit avec le doigt rapidement ou une saisie rapide au clavier. Ça permet de faire des petits post-it, notamment noter un numéro de téléphone à la volée. C'est quand même plus pratique de le faire au doigt que de le taper sur le clavier. J'ai trouvé ça plutôt bien intégré. J'ai bien aimé aussi que Boost, le cleaner, soit directement intégré dans les fonctionnalités de l'appareil, puisque sur Android, de ce que j'en connais,
il faut souvent un petit peu nettoyer pour garder des performances optimales de son appareil. ZenMotion est une fonction qui vous permet, un petit peu comme sur le OnePlus One et d'autres appareils, d'ouvrir certaines applications avec l'écran éteint. Si vous tracez un C sur l'écran, ça va vous ouvrir l'appareil photo, un W, le web, etc. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Fonction sympa également, c'est l'Easy Mode qui va vous permettre de reconfigurer complètement l'interface et d'avoir quelque chose avec des gros boutons et des fonctions assez simples. Ça peut être bien si on veut équiper d'un Zenfone 2 ses parents, ses enfants ou quelqu'un qui n'a pas forcément envie de trifouiller et ou a des problèmes de visibilité. Et pour finir, les applis Google, les applis Android de base sont bien là, rangées dans un petit dossier Android, comme ça se mélange pas au reste. Donc si vous voulez une expérience un petit peu pure, vous avez toutes les applis Google de base au même endroit. Après, libre à vous de les mettre ailleurs, mais en tout cas, c'est agréable comme sur le OnePlus One de les avoir regroupés directement dans un petit dossier. Et on passe maintenant aux fonctions photo et vidéo de l'appareil. Alors, le Zenfone 2 embarque un capteur Toshiba de 1/3,2 inch, ce qui en fait un capteur un tout petit peu plus petit que ce qu'on trouve sur l'iPhone 6 Plus et plus petit que ce qu'on trouve par exemple sur le Sony Z3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 13 mégapixels sur un capteur assez petit, on a des risques d'avoir un petit peu plus de grain et un petit peu moins de lumière. Mais l'optique ouvre à 2,0, ce qui est pas mal du tout, ça laisse rentrer pas mal de lumière. Et le sandwich optique a l'air d'assez bonne qualité, d'après les premiers tests que j'ai faits. Alors, j'ai fait des tests rapides en allant à côté de chez moi sur la butte Montmartre. J'ai vraiment fait des tests en point and shoot, hein, comme un touriste. Je n'ai pas cherché à débrayer l'appareil. L'APN du Zenfone 2 présente de bons résultats. Je l'ai trouvé assez constant. C'est ce que j'aime dans un smartphone, c'est que les photos ne soient pas trop surprenantes. J'ai un petit peu ce que j'attendais en photo et surtout qu'elles se ressemblent plus ou moins, qu'il n'y ait pas des grosses surprises d'une photo à l'autre. Il m'a plutôt épaté au niveau de la plage dynamique que j'ai trouvé assez étendue pour un appareil de ce prix-là. Par contre, l'application photo fournie par Asus génère du HDR. Il le propose très souvent de basculer en HDR, trop souvent à mon avis. Et le HDR est vraiment violent. C'est-à-dire qu'il débouche, alors là, techniquement c'est super, il va vraiment déboucher les ombres, mais ça donne des photos vraiment pas très naturelles. On dirait un calendrier des PTT, pour ceux qui se rappellent les PTT. Je vous montre par exemple un petit peu des différences entre du HDR qui est généré par l'iPhone 6 Plus et le HDR qui est généré par le Zenfone 2. Certains vont me dire on ne peut pas vraiment comparer l'iPhone 6 Plus au prix où il est avec ce téléphone. Ça, c'est Asus. Ils ont décidé de le comparer avec des hauts de gamme sur les salons, notamment avec le Galaxy Note 4. Alors, je n'ai pas de Galaxy Note 4, mais le haut de gamme que j'ai, moi, c'est un iPhone 6 Plus. Donc, on voit tout de suite que dans la comparaison, il y a un traitement électronique quand même de l'image qui a été un petit peu plus travaillé chez Apple que chez Asus. Mais si on enlève cette fonction HDR qui a tendance vraiment à être trop exagérée et qu'on ne peut pas régler un petit peu plus bas, je trouve quand même que l'APN a un bon comportement. Encore une fois, c'est mes premières impressions. Je trouve aussi, mais là il va falloir que je pousse un petit peu plus mes tests, que la compression JPEG donne des artefacts un petit peu bizarres, des aplats de couleurs, et quand on zoome sur les photos, on a un petit peu l'impression de se retrouver avec une illustration. Alors ça peut être joli, mais il va falloir que je pousse un petit peu plus mon investigation pour voir ce qui se trame là-dessous. Alors, contrairement par exemple au OnePlus One, on ne pourra pas générer des fichiers RAW avec le Zenfone 2. On peut trouver ça regrettable, mais je peux vous dire qu'à l'usage, en fait, le RAW sur des smartphones, aujourd'hui, on n'y est pas encore parce qu'il faudrait des processeurs beaucoup plus puissants. Il faut attendre quasiment 1 minute qu'ils développent le RAW à l'intérieur du OnePlus One. Donc, je trouve que c'est un choix plutôt malin de ne pas l'avoir intégré au Zenfone 2. Sinon, avec l'appli photo de base, on trouve tout un tas de fonctions photo. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ces filtres, on peut les utiliser autant en photo qu'en vidéo. Ça, c'est suffisamment rare et il fallait le souligner. Il y a un mode manuel qui débraye tout un tas de choses. J'ai vraiment hâte de l'utiliser parce que j'ai trouvé que le layout, la présentation, était vraiment très bien faite et j'ai beaucoup aimé la
la représentation graphique, notamment de la température des blancs, qui est très pédagogique. Alors, j'ai pas encore testé tous les modes. J'ai fait quand même un petit panoramique pour vous montrer le mode panoramique. Les résultats sont satisfaisants. C'est vrai que le soleil tapait un petit peu fort. Il n'y a pas de HDR quand on fait un panorama. Donc, c'est normal que la photo soit très contrastée. Mais globalement, il m'a calculé assez rapidement le panoramique. Asus vante vraiment les mérites du Zenfone 2 en basse luminosité. Donc, j'ai fait... Alors, c'est des tests préliminaires, mais j'ai fait deux types de tests. D'abord, je me suis mis dans la pénombre de ma salle de bain. J'ai mis le Zenfone 2 sur un pied. Et j'ai fait des premières photos sans mettre le mode nuit et avec le mode nuit. Et là, j'avoue que c'est pas mal du tout. En mode nuit, il faisait quasiment tout noir. Les autres appareils photo, l'iPhone 6 Plus et le OnePlus One, ne voyaient rien. Et le Zenfone 2 est arrivé quand même à produire une information. Si je dis une information, c'est que je considère qu'il m'a pas vraiment sorti une photo, elle est limite exploitable, elle est bourrée de grains, mais au moins, on arrive à identifier le sujet, et donc ça peut être utile, ne serait-ce que pour de la documentation. Après, c'est sûr que c'est pas une photo que vous allez pouvoir exploiter. Bon, à la limite, la mettre sur Instagram, de toute façon, la résolution d'Instagram est tellement pourrie. Et là, pour le coup, on peut dire que Asus n'a pas menti. Pour le test en basse luminosité, le Zenfone 2 voit des choses que les autres appareils photo ne voient pas. De là à ce qu'il arrive à prendre des photos des petites culottes des gens habillés, on n'y est pas encore. Pour des photos de nuit plus traditionnelles, avec l'appareil porté à la main, on sent quand même l'absence de stabilisation optique. Il y a une stabilisation, mais elle est software. J'ai trouvé quand même que ça générait pas mal de bruit et pas mal de flou, mais... je l'ai trouvé plus performant que le OnePlus One dans ces situations-là. Il faut encore que je pousse les tests pour vous confirmer ça. Au niveau de la caméra de façade, j'ai pas fait beaucoup de tests, 2-3 selfies. Bon, elle a une bien meilleure résolution, par exemple, que la caméra de façade de l'iPhone 6 Plus. Les résultats sont sympas. Je n'ai pas testé encore leur appli qui permet de rosir les joues, de creuser, d'agrandir les yeux. Je pense que les résultats vont être assez rigolos quand je vais tester ça à fond. Au niveau vidéo, j'ai pas encore fait grand chose, mais j'ai quand même fait un plan panoramique en haut de la butte. Et bon, là, on voit quand même qu'au niveau stabilisation, on est peut-être un petit peu mieux que ce que j'avais fait avec le OnePlus One, mais il y a vraiment un problème de stabilisation. Quand on compare ça à l'iPhone 6 Plus, encore une fois, n'oubliez pas le prix et la différence de prix entre les deux, mais l'iPhone 6 Plus reste quand même un maître en termes de stabilisation. On a l'impression que ça a été tourné avec une Steadicam. Voilà un petit peu pour les premières impressions que je voulais vous livrer sur le Zenfone 2. Franchement, c'est un appareil, encore une fois, pour ce prix-là, qui m'a agréablement surpris. Je peux le dire, j'ai eu une meilleure expérience pour l'instant avec le Zenfone 2 qu'avec le OnePlus One. Ceux qui ont suivi mes vidéos d'un switcher savent que j'ai eu pas mal de déboires avec le OnePlus One qui sont en train de se résoudre. Je reviens vers vous avec ça. Mais voilà, je trouvais que c'était un appareil qui avait un rendu plutôt quali. On n'a pas l'impression d'un truc qui va nous craquer dans la main au bout de 2 jours. J'ai vraiment envie de te pousser les tests un petit peu plus loin, notamment au niveau de la photo, parce que je trouve qu'il a des performances intéressantes. Je vais essayer peut-être d'installer d'autres applis que l'appli de base pour voir vraiment ce qu'il a dans le ventre. On sent qu'il y a eu des compromis pour ce prix-là. Le capteur photo est un petit peu petit. On a un dos bombé parce que c'est une batterie un petit peu standard qu'il y a dedans. Mais je trouve que les ingénieurs et les designers de chez Asus ont fait un bon travail d'optimisation et de travail sur les défauts de la fiche de spec, de les avoir un petit peu transcendés, notamment la taille de capteur. Il n'y a pas eu tant de grains que ça et finalement on a quand même des photos de bonne qualité. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces premières impressions. Encore une fois, elles ne sont pas exhaustives. Je vais garder l'appareil pendant quelques semaines pour pouvoir un petit peu le tester en profondeur et vous livrer un vrai test. N'oubliez pas de mettre des likes pour soutenir, des unlikes pour nous enfoncer, des commentaires. Est-ce que ce type d'appareil vous plaît? C'est vrai qu'on sent qu'il va y avoir une vraie compétition en 2015 dans cette gamme de prix, on va dire, entre 400 et 250 €. Il y a beaucoup de produits qui sortent dans cette gamme de prix dans le monde Android et ça risque d'être intéressant, surtout pour vous, les consommateurs. Et n'oubliez pas que vous pouvez suivre les coulisses de la chaîne sur Snapchat, je suis en train d'en faire un. C'était Jérôme en direct du Zenfone 2 d'Asus. À vous les studios!